Après la mort d'Elvis Presley, tous les regards se sont tournés vers Graceland. Le manoir est rapidement devenu un sanctuaire, un lieu sacré, où des millions de fans du monde entier se sont rendus pour vivre la vie du roi du rock'n'roll. Pendant des années, les visiteurs ont cru avoir tout vu, la légendaire Jungle Room, les combinaisons scintillantes, les disques d'or qui tapissèrent les murs. Mais tout a changé le jour où les portes du garage ont été ouvertes. Ce qui se cachait à l'intérieur a laissé tout le monde sans voix. Ce n'est pas seulement la rareté et la beauté des voitures qui ont attiré l'attention. C'est l'histoire qu'elle racontait, une histoire qui révélait une autre facette d'Elvis. Une histoire qui remettait en question tout ce que les gens pensaient savoir sur lui. Derrière ces portes se cachait un aperçu de l'univers privé du King, une révélation qui pourrait modifier à jamais la façon dont le monde se souvient d'Elvis Presley. Le monde d'Elvis Presley, quand Elvis était en vie, Graceland était toujours en vie avec lui. La maison restait rarement vide. Les membres de la famille, les amis et les collègues musiciens étaient des visiteurs constants. Certains venaient pour une nuit, d'autres restaient des semaines, voire des mois. Dès que l'on franchit les portes de l'établissement, on sent Elvis partout. Les couleurs vives, les décorations somptueuses, la façon dont chaque pièce était agencée, tout cela reflétait sa personnalité. Graceland n'était pas seulement une maison, c'était un portrait vivant de l'homme lui-même. Même après la mort d'Elvis, la maison n'est pas restée silencieuse. Sa tante Delta bien-aimée s'y installa après la mort de son mari et y vécut jusqu'à son propre décès en 1993. Elvis l'avait emmenée à Graceland des années auparavant, espérant que la chaleur de la famille l'aiderait à guérir de son chagrin. La même année, Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, fête ses 25 ans et hérite officiellement du domaine. Ce que son père a construit, elle le reprend à son compte. La terre sacrée de Graceland. À quelques pas du manoir se trouve le Meditation Garden, la dernière demeure d'Elvis Presley. Avec le temps, ses parents Vernon et Gladys l'y ont rejoint, ainsi que sa grand-mère Minnie May. Des décennies plus tard, le fils de Lisa Marie Benjamin Hughes a été enterré à leur côté. Même le frère jumeau d'Elvis, Jesse Garon, décédé à la naissance, a une pierre commémorative dans le jardin. Au fil des ans, le jardin est devenu l'une des parties les plus significatives du domaine. Les visiteurs s'y promènent tranquillement, déposant souvent des fleurs, des prières ou des larmes, chaque pas étant un hommage au roi. Après le décès d'Elvis, c'est Vernon Presley, son père, qui a pris la responsabilité de tout gérer. Mais même si le domaine était entre de bonnes mains, personne n'aurait pu prédire les secrets qui subsistaient derrière les portes closes. Car si les fans ont admiré les chambres, les costumes et les disques d'or, une partie de Graceland est restée intacte. Le garage. Lorsqu'il a finalement été ouvert, le monde a découvert une facette d'Elvis Presley qui n'avait jamais été vue auparavant. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. Il est décédé en 1979, 2 ans seulement après son fils. Avant de mourir, Vernon a confié la responsabilité à Priscilla Presley. Elle doit maintenant s'assurer que tout se passe bien pour leur fille Lisa Marie, qui n'est encore qu'une enfant. Mais gérer la succession n'est pas facile du tout. La maison engloutissait près d'un demi-million de dollars par an, rien que pour son fonctionnement. La majeure partie de la fortune d'Elvis était déjà épuisée, et la part de Lisa Marie avait beaucoup diminué. Il ne restait plus qu'environ 1 million de dollars. Les dépenses ont continué à s'accumuler. Certaines personnes ont commencé à évoquer l'idée de vendre Graceland. Ils pensaient que c'était le seul moyen de faire face aux coûts. Mais Priscilla ne voulait pas abandonner la maison. Au lieu de cela, elle a regardé autour d'elle pour voir comment d'autres lieux chargés d'histoire étaient restés ouverts. Certains d'entre eux ont été transformés en musées, ce qui lui a donné une idée. Graceland pourrait peut-être être ouvert au public. Elle a donc fait appel à Jack Soden en tant que PDG pour l'aider dans son projet, et tous deux ont commencé à travailler sur la manière de le réaliser. Puis le 7 juin 1982, Graceland a officiellement ouvert ses portes aux visiteurs. Les gens affluent.
En l'espace d'un mois, ils ont récupéré tout l'argent dépensé pour préparer l'endroit. Le plan a fonctionné encore mieux qu'on ne l'avait espéré. Des gens du monde entier voulaient voir l'endroit. Priscilla devient présidente d'Elvis Presley Enterprises jusqu'à ce que Lisa Marie soit prête à reprendre le flambeau. Au fil du temps, la valeur de la succession n'a cessé d'augmenter. Ce qui avait besoin d'être sauvé est désormais solide et vaut des centaines de millions de dollars. Chaque année, à la date de la mort d'Elvis, un grand nombre de fans arrivent à Graceland. L'événement désormais connu sous le nom d'Elvis Week rassemble les gens pour toutes sortes d'activités, des réunions de fans, des discussions et une messe commémorative qui se tient à l'église St. Paul's Church. Le moment le plus émouvant est toujours celui de la veillée aux chandelles. La nuit, les fans marchent lentement dans le parc en tenant des bougies et se dirigent vers la tombe d'Elvis. En 1997, l'événement a fêté son 20e anniversaire et des journalistes du monde entier sont venus le couvrir. En 2002, lors du 25e anniversaire, près de 40 fans sont venus malgré la pluie. En 2017, le 40e anniversaire a attiré encore plus de monde. Cette année-là, pour la première fois, une petite taxe de 28,75 $ a été ajoutée pour couvrir les frais de sécurité supplémentaires. La foule était devenue trop importante pour être gérée sans aide supplémentaire. Pour de nombreuses personnes, la visite de Graceland est quelque chose qu'elles doivent faire au moins une fois dans leur vie. Certains économisent même pendant des années pour pouvoir faire le voyage. Une fois arrivés, ils portent des écouteurs qui les guident à travers l'histoire de la vie d'Elvis. Ils traversent des pièces où se trouvent encore ses guitares, ses vêtements, ses trophées et ses objets personnels. Chaque espace de la maison montre un aspect différent de la personne qu'il était. Bien qu'elle soit devenue un symbole, un musée, et pour certains un sanctuaire, elle reste avant tout l'endroit où Elvis a vécu, ri et partagé de bons moments avec ses amis et sa famille. Les visiteurs ne voient pas que les bons côtés. Ils découvrent également les moments difficiles qu'il a traversés. La maison ne cache rien. Lorsqu'ils atteignent le jardin de méditation, beaucoup s'arrêtent un instant. Certains baissent la tête. D'autres apportent des fleurs, des photos ou des lettres manuscrites. Sur les murs entourant le domaine, les gens laissent leurs messages. Certains racontent comment Elvis les a aidés à traverser des périodes difficiles. D'autres veulent simplement dire à quel point ils tiennent encore à lui. La mémoire d'Elvis est encore forte non seulement à travers les chansons et les films, mais aussi à travers l'amour profond que les gens continuent de lui porter. Graceland porte encore tout cet amour et ne le lâche jamais. Mais ce n'est pas tout. L'intérieur du garage de Graceland. Graceland a toujours été plus qu'une simple maison. C'est l'endroit où Elvis Presley a vécu, rêvé et construit son monde. Au fil des ans, elle est devenue un lieu où des personnes du monde entier venaient se rapprocher de lui. Les fans ne cessaient de venir non seulement pour voir les murs et les pièces où il avait marché, mais aussi pour s'accrocher à quelque chose qui contenait encore des morceaux de sa vie. Au fil du temps, le domaine a été modifié pour le rendre encore plus accueillant. De nouvelles expositions ont été ajoutées, offrant aux visiteurs de nouvelles façons de découvrir la vie d'Elvis. L'un des changements les plus importants a été la création d'une vaste zone baptisée Elvis Presley's Memphis. Cette nouvelle partie a ouvert la voie à de nouvelles histoires et a permis aux visiteurs d'explorer le style d'Elvis, ses passions et les moments qui ont contribué à sa célébrité. À l'intérieur de cet espace, il y a une section spéciale appelée Presley Motors. C'est là que les visiteurs peuvent se promener et admirer la longue rangée de voitures qu'Elvis a possédées. Les voitures n'ont pas été placées là uniquement pour être regardées. Elles ont été polies, protégées et montrées d'une manière qui rappelle l'énergie des jours où il les a conduites. Elvis aimait ses voitures. Il ne les achetait pas seulement pour les ranger. Il aimait prendre le volant et faire des promenades, et il partageait souvent ses moments avec d'autres. Nombre de ces voitures ont une histoire. Certaines parlent de joie, d'autres d'accidents, et d'autres encore de cadeaux qu'il offrait à ceux qu'il aimait. Presley Motors possède suffisamment de voitures pour remplir un musée, et c'est exactement ce qui a été fait.
Le musée de la voiture a été construit pour les regrouper en un seul endroit où les fans peuvent venir les admirer. L'une des voitures dont on parle le plus est la Cadillac Fleetwood Series 60 de 1955. L'amour d'Elvis pour les Cadillacs est bien connu, et c'est ce modèle qui a tout déclenché. En mars 1955, il achète sa première Cadillac. Il s'agissait d'un modèle d'occasion de 1954 rose et blanc. Il avait déjà fait son chemin, et c'était l'un de ses premiers gros achats. Mais peu de temps après l'avoir acheté, la voiture a pris feu. Elvis et sa petite amie se trouvaient à l'intérieur à ce moment-là, mais ils ont réussi à sortir avant que le feu ne se propage. La voiture n'est pas arrivée à destination. Cela ne l'a pas arrêté. Il s'est rapidement procuré une autre Cadillac, cette fois une berline Fleetwood plus grande et de couleur bleue, mais il ne l'a pas gardée ainsi. Il l'a fait repeindre dans une nouvelle nuance de rose, une couleur spéciale mélangée par son voisin et baptisée Elvis Rose. Elle se démarquait et correspondait à l'image qu'il voulait donner de lui. Cette voiture n'est pas restée parfaite longtemps non plus. Plus tard, au cours de l'automne, son coéquipier Scotty Moore a eu un accident alors qu'il conduisait la voiture et a heurté une camionnette. La voiture a été endommagée mais pas complètement détruite. Cependant, Elvis l'a fait réparer et repeindre. Il l'a confiée ensuite à sa mère. Même si elle ne conduisait pas la voiture, a continué à faire partie de leur vie. Tout au long de sa carrière, Elvis a souvent conduit cette Cadillac rose. Elle a toujours été près de lui. Après le décès de sa mère, la voiture est restée un souvenir de ses premiers succès et de ses liens familiaux. Cette même Cadillac est exposée à Graceland depuis 1982 et les visiteurs passent devant tous les jours sachant qu'elle a transporté Elvis à des moments importants de sa vie. Une autre voiture qui attire l'attention est la Stutz Black Hawk Trey de 1973. Celle-ci se distingue pour différentes raisons. C'est la dernière voiture qu'Elvis a conduite à Graceland avant sa mort. La Stutz n'était pas une voiture ordinaire. Elle était équipée d'un moteur V8 de 7,5 litres et pouvait produire jusqu'à 425 chevaux. L'intérieur était recouvert de cuir rouge et des garnitures dorées couraient le long de l'habitacle témoignant du goût d'Elvis pour le luxe. Alors que la marque Stutz avait disparu dans les années 1930, elle a été relancée dans les années 1970 par un certain Jules Myers. Les nouveaux modèles étaient des coupés personnalisés construits à partir de pièces de la Pontiac Grand Prix, mais dotés d'une carrosserie classique à l'allure volontairement démodée. Pour Elvis, cette Black Hawk n'était pas une voiture comme les autres. Il l'a conservée, l'a utilisée souvent, et a manifestement apprécié la puissance et le confort qu'elle lui procurait. Cette voiture étant étroitement liée à la dernière période de la vie d'Elvis, les responsables d'Elvis Presley Enterprises ont pris des mesures pour la protéger. Au lieu de la restaurer ou d'en modifier l'aspect, ils ont décidé de la conserver telle qu'elle, en laissant chaque détail en place. Dans la longue liste des voitures qui sont passées entre les mains d'Elvis Presley, certaines se distinguent non seulement par leur apparence ou leur puissance, mais aussi par l'histoire qu'elles véhiculent. Parmi elles, la Pantera de Tommaso de 1971 a connu l'une des histoires les plus spectaculaires. Cette voiture de sport élégante semblait tout droit sortie d'un studio de design italien, mais sous sa carrosserie élégante, elle portait le cœur du muscle américain. Elle était équipée d'un moteur V Whitford Cleveland 351 qui lui donnait à la fois de la vitesse et un rugissement rugueux qui correspondait à la personnalité audacieuse d'Elvis. Elvis a acheté cette Pantera en 1974 pour sa petite amie de l'époque, l'actrice Linda Thompson. Il l'a payée environ 2400 $, ce qui était une bonne affaire pour une telle voiture. Peinte dans une couleur jaune vif, la Pantera semblait être le mélange parfait de beauté et de force. Mais un jour, les choses ne se passent pas comme prévu. La voiture refuse de démarrer et Elvis, déjà de mauvaise humeur, craque. Il saisit l'un de ses pistolets personnels et tire sur la voiture par frustration. Les balles ont laissé des traces sur la portière et le volant. Curieusement, après ces tirs,
la voiture s'est mise à fonctionner dès le deuxième essai. C'est comme si la Pantera n'était pas prête à abandonner aussi facilement. Malgré les dégâts, elle est restée forte. Ce petit moment de folie a transformé cette voiture en quelque chose de plus qu'un simple véhicule. Elle est devenue un morceau de l'histoire des Presley. Puis il y a eu la Rolls-Royce Phantom 5 de 1960, une voiture qui respirait le luxe à l'état pur. Après avoir quitté l'armée américaine, Elvis a signé un nouveau contrat de production et a décidé de fêter cela en grand. Il est sorti et a ramené la Rolls-Royce qui était l'une des voitures les plus chics que l'on pouvait acheter à l'époque. Ce n'était pas une voiture ordinaire. Elle était destinée aux riches et aux puissants. Rolls-Royce ne la vendait qu'à des personnes qu'elle considérait comme spéciales, comme des chefs d'État ou des célébrités qui se distinguaient. Elvis ne s'est pas contenté d'entrer dans une salle d'exposition et de repartir avec la Phantom 5. Il a dû suivre une longue procédure pour obtenir cette Phantom 5, car Rolls-Royce voulait s'assurer qu'elle irait à quelqu'un qu'elle considérait comme important. Bien sûr, Elvis correspondait parfaitement à cette image. Il avait de l'argent, de la notoriété et du style. Une fois que la voiture lui a appartenu, elle est devenue le symbole du chemin parcouru dans sa vie. Elle était grande, élégante et pleine de détails, qui témoignaient du soin apporté à sa construction. C'est la seule Rolls-Royce qu'Elvis ait jamais possédée, et il l'a conduite pendant certaines des années les plus importantes de sa vie. Si beaucoup de ces voitures étaient voyantes et audacieuses, il y en avait une qui semblait être un choix inhabituel pour lui. La BMW 507 de 1959 était une voiture de sport rare au design élégant et silencieux fabriquée avec soin et goût, plutôt qu'avec du tape à l'œil et du bruit. Elle ne correspondait pas vraiment à l'image que la plupart des gens se faisaient d'Elvis. Mais pendant son service militaire en Allemagne de l'Ouest, il est tombé sur cette voiture et a décidé de la ramener chez lui. La BMW était une voiture de sport de luxe qui coûtait plus de 7 100 $ à l'époque, ce qui était énorme. La voiture n'était pas seulement chère, elle était aussi rare. Aujourd'hui, même sans lien avec Elvis, une BMW 507 peut être vendue pour plus de 2 millions de $. Cela en fait l'une des voitures les plus précieuses jamais fabriquées par l'entreprise. Pourtant, ce n'était pas le genre de voiture habituelle d'Elvis. Il ne rugissait pas et ne se distinguait pas par des couleurs criardes. Elle était douce, élégante et destinée à ceux qui voulaient quelque chose de différent. Malgré cela, cette voiture est devenue un élément spécial de sa collection simplement en raison de la période de sa vie où il l'a achetée. Elvis ne s'est pas arrêté aux voitures. Son goût pour les voyages s'est également manifesté dans les avions qu'il possédait. Près du musée des voitures de Graceland se trouvent 2 avions, Lisa Marie et Hound Dog 2. Le premier, un Convair 880 Jetliner, était grand et conçu pour les longs voyages. Le second, un Lockheed Jetstar, était un jet plus petit souvent utilisé pour des vols d'affaires plus courts. Aucun des 2 avions ne vole plus, mais ils n'ont pas été oubliés. Ils sont tous 2 exposés immobiles mais fiers, permettant aux visiteurs de voir comment Elvis voyageait autrefois. Ces avions faisaient partie d'un style de vie qui reflétait sa personnalité. Bien qu'Elvis soit décédé à l'âge de 42 ans, ce qu'il a laissé derrière lui attire toujours les gens. Sa vie était remplie de musique, de voitures, d'avions et d'histoires inoubliables. Chaque véhicule qu'il possédait portait un morceau de cette vie. Chacun d'entre eux rappelle l'homme qui régnait sur les scènes, faisait tourner les têtes et vivait avec une telle énergie. Des fans du monde entier continuent de venir à Graceland, non seulement pour écouter sa musique ou voir ses vêtements, mais aussi pour se tenir à côté des objets qu'il a touchés. Ces objets, ces voitures, ces avions, montrent comment il vivait et se déplaçait dans le monde. Son histoire ne s'est pas arrêtée à la fin de sa vie. De nouvelles générations le découvrent encore. Sa musique est toujours diffusée. Son style continue d'influencer les autres. Sa façon de vivre transparaît dans tout ce qu'il a laissé derrière lui, en particulier ses véhicules. Ils sont plus que de simples machines. Elles permettent de raconter l'histoire d'une personne partie de rien et qui a touché des millions de personnes. Grâce à eux, les gens continuent de découvrir Elvis, non seulement en tant que chanteur,
mais aussi en tant que personne qui a façonné la culture et apporté de la joie à de nombreuses personnes. Pour bien comprendre la valeur d'Elvis Presley, examinons son parcours à travers la musique. S'accrocher à la musique. C'est vraiment difficile à comprendre parce que dans 15 ans, c'est difficile d'imaginer ce qui s'est passé. Elvis Aaron Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo dans le Mississippi. Sa mère Gladys Love et son père Vernon Presley attendaient des jumeaux, mais son frère Jesse Garan est malheureusement mort-né. Cette perte a laissé un impact durable sur la famille. Dès son plus jeune âge, Elvis se rapproche de ses deux parents, mais le lien qui l'unit à sa mère est particulièrement fort. Elle le protégeait, l'encourageait et le soutenait dans toutes les épreuves qu'il rencontrait. Les Presley avaient très peu d'argent et menaient une vie difficile. Vernon a fait des petits boulots, acceptant tout ce qu'il pouvait trouver pour nourrir la famille. Parfois, il devait compter sur l'aide de voisins ou sur l'aide alimentaire du gouvernement. Alors qu'Elvis n'était encore qu'un bambin, leurs difficultés se sont aggravées. En 1930, Vernon est arrêté pour avoir modifié les détails d'un chèque. Il passe 8 mois en prison et pendant ce temps, la famille perd sa maison. Ils ont dû repartir avec encore moins qu'avant. En septembre 1941, Elvis entre en première année à l'East Tupelo Consolidated School. Ses professeurs ne voient rien de spécial en lui. Le grand moment arrive en 1945, lorsqu'il monte sur la scène du Mississippi de l'Alabama Fair and Dairy Show. À l'âge de 10 ans, il chante Old Shep lors d'un concours. Il n'a pas gagné, mais a réussi à se classer 5e, et ce moment est resté gravé dans sa mémoire. Peu de temps après, il a reçu une guitare pour son anniversaire. Il n'a pas pris de leçons formelles, mais il a appris des trucs auprès de 2 oncles et d'un pasteur. Peu à peu, il commence à comprendre comment jouer en observant les autres. En 1946, Elvis change d'école et entre en 6e à Malham. C'est là qu'il a commencé à apporter sa guitare et à chanter pendant les cours. Certains enfants se moquaient de lui, l'insultaient et se moquaient de sa musique. Ils pensaient que son style de pecno le rendait étrange. Pourtant, il continue à s'entraîner. Il écoute l'émission de radio de Mississippi Slim chaque semaine et ne manque jamais un épisode. Le jeune frère de Slim, qui est également allé à l'école avec Elvis, a remarqué à quel point il prenait la musique au sérieux. Slim lui donne des conseils et lui montre comment jouer certains accords. Fin 1948, la vie change à nouveau pour les Presley, qui font leurs valises et déménagent à Memphis dans le Tennessee, à la recherche de meilleures chances. Elvis inscrit au L.C. Humes High School. En 8e année, son professeur de musique lui donne une mauvaise note et dit qu'il n'est pas doué pour le chant. Elvis apporte sa guitare à l'école pour prouver que le professeur a tort. Malgré cela, il évite de se produire trop souvent. Certains élèves se moquent de lui, disant qu'il est trop proche de sa mère ou qu'il a l'air différent des autres. Vers 1950, Elvis commence à s'initier à la guitare avec l'aide de Lee Dunson, un voisin. Il passe du temps à jouer avec d'autres garçons, dont Dorsey et Johnny Burnett, qui contribueront plus tard à façonner le genre rockabilly. Ce groupe ne s'entraînait pas de manière formelle, mais il partageait des chansons et jouait souvent de la musique. Ces petites séances ont permis à Elvis de prendre confiance en ses capacités. Au cours de sa première année, Elvis commence à se faire remarquer non seulement par sa musique, mais aussi par son apparence. Il se laisse pousser les favoris et se coiffe de manière à attirer l'attention. Il passe du temps sur Beale Street, où la musique sort à flot des clubs et des magasins. Il regarde les vitrines de Lonsky Brothers, un magasin qui vend des vêtements audacieux et tape à l'œil. Il finit par les porter à l'école. Son nouveau look a attiré l'attention des gens. En 1953, lors de sa dernière année d'études, il participe au spectacle annuel de Ménestrels de l'école. Il chante « Till I Waltz Again With You » devant ses camarades de classe. Cette prestation a changé radicalement la façon dont les autres le voyaient. Avant ce moment, peu de gens savaient qu'il chantait. Après cette nuit, tout a changé.
Les gens ont commencé à le traiter différemment. Sa popularité commence à croître et sa confiance en lui à se renforcer. Bien qu'Elvis n'ait jamais appris à lire la musique, il écoutait attentivement. Il jouait tout à l'oreille. Il se rendait souvent chez les disquaires pour s'asseoir et écouter la musique à l'intérieur des cabines. Il connaissait toutes les chansons de Hank Snow et suivait d'autres chanteurs de country comme Roy Acuff, Ernest Tubb et Jimmy Rogers. Il aimait aussi Jake Hess, un chanteur de gospel qui a fortement influencé la façon dont Elvis chantait des chansons lentes et émotionnelles. Elvis se rendait souvent à des soirées gospel organisées dans le centre-ville. Ces événements rassemblaient des groupes de gospel blancs dont la musique reprenait l'esprit des traditions afro-américaines. Il écoutait également des stations de radio comme WDIA qui diffusaient du blues du gospel et les premiers rythmes et blues. Ces styles sont entrés dans sa tête et y sont restés. Elvis a peut-être fréquenté quelques clubs de blues à Memphis, mais uniquement les soirs où les visiteurs blancs étaient admis. Il s'est imprégné de tout, son rythme et émotion, et en a fait quelque chose de nouveau. À la fin de ses études secondaires, en juin 1953, Elvis sait déjà quelle voie il veut suivre. La musique s'est emparée de lui, et il n'est pas prêt de la lâcher. Lorsque Elvis Presley s'est fait connaître dans tout le pays, en 1956, tout ce qui touche à la musique et à la culture a commencé à changer. Elvis ne s'est pas contenté de chanter des chansons. Il a apporté quelque chose de frais et de fort qui a changé la façon dont les gens écoutaient la musique, s'habillaient et se comportaient. Les jeunes l'ont admiré. Il représentait la liberté, la rébellion et l'excitation. Le style musical qu'il a façonné, connu sous le nom de rock and roll, provenait d'horizons différents, notamment de la musique afro-américaine, qui avait été ignorée par beaucoup jusqu'alors. Mais Elvis a contribué à mettre cette musique sous les feux de la rampe en l'intégrant à la vie quotidienne de millions de personnes. Ce mélange de sons a permis d'ouvrir la porte à d'autres qui avaient été tenus à l'écart. Les artistes noirs ont peu à peu trouvé leur place dans un monde qui les avait autrefois bloqués. La façon dont Elvis a embrassé les racines de sa musique a incité plus de gens à s'intéresser à l'origine véritable du rock and roll. Grâce à ses performances, il a contribué à faire tomber les barrières sans en faire trop. Tout s'est passé grâce à la musique au rythme et aux sentiments qui l'accompagnaient. À la fin des années 1950, Elvis n'est plus seulement un chanteur. Il est devenu l'une des personnes les plus reconnues au monde. Avec l'essor de la télévision et des médias, son image s'est rapidement répandue. Moins d'un an après sa première apparition à la télévision, il est devenu une figure mondiale. Son visage, sa voix et son nom sont présents partout. Le nombre de ses fans augmente rapidement. Il s'ensuivit une vague d'imitateurs d'hommage et d'adoration publique. Les gens voyaient en lui quelque chose qui rejoignait leurs propres espoirs, rêves et idées de réussite. Elvis est issu d'un milieu très pauvre. Né dans la pauvreté, il a gravi tous les échelons jusqu'à la richesse et la célébrité, menant le genre de vie dont beaucoup rêvaient. Mais au fil du temps, l'histoire a pris un tournant. Au cours des dernières années de sa vie, ce rêve a commencé à se fissurer. Les gens ont commencé à parler davantage de ses habitudes, de son alimentation malsaine et de la façon dont il vivait loin des projecteurs. Il s'est fait connaître pour son amour de la nourriture riche, des assiettes remplies de viande frite de sauce lourde et de beaucoup de beurre. L'un des repas qui lui est associé est devenu célèbre partout, le sandwich composé de beurre de cacahuètes frites de banane et parfois de bacon. Après sa mort en 1977, des histoires ont commencé à circuler selon lesquelles il n'était pas vraiment décédé. Certaines personnes ont affirmé l'avoir vu, lui avoir parlé, ou l'avoir surpris, en train de se promener dans des aéroports ou des petites villes. Ces histoires ont perduré pendant des années. Certains y croyaient, d'autres en riaient. Ce qui est étrange, c'est que ces prétendues observations n'ont pas disparu. Pendant un certain temps, on a eu l'impression que les gens ne pouvaient pas le laisser partir. Sa présence était si forte que beaucoup refusaient de croire qu'il était vraiment parti.
Chaque année, le jour de sa mort, des milliers de fans se rassemblent à Graceland. Ils allument des bougies et se souviennent de lui. Ils se promènent dans la maison qu'il a habitée en regardant les pièces et les meubles comme s'il y vivait encore. De nombreuses personnes conservent même des espaces spéciaux dans leur propre maison, remplis d'objets de photos de disques et de souvenirs d'Elvis. Ces fans ne se contentent pas d'apprécier sa musique. Ils construisent leur vie autour de son souvenir comme s'ils les observaient toujours de quelque part. Même des années après sa disparition, son nom continue d'être cité dans les sondages comme l'un des artistes musicaux les plus importants. Dans le monde entier, les gens reconnaissent ses chansons et les mouvements qui ont fait hurler les foules. Il est devenu le symbole de quelque chose de plus que la musique. Sa façon de chanter, de s'habiller et de se produire est devenue un guide de ce à quoi le rock'n'roll doit ressembler. Au fil du temps, son travail est devenu le symbole de la liberté d'expression et d'un changement complet dans la façon de voir la culture. Tout ce qui a suivi ne l'a pas honoré avec soin. Certaines personnes se sont moquées de son apparence plus tard dans la vie. Des œuvres d'art bon marché et des imitations médiocres sont apparues un peu partout, le faisant parfois passer pour un plaisantin. Mais au-delà de toutes ces absurdités, de nombreuses personnes ont encore perçu l'impact réel qu'il a eu. Avant que le monde ne le transforme en produit, il était une force. Sa musique était tranchante, brute et honnête. Elle donnait aux gens quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant. Ses hauts et ses bas ont rendu son histoire encore plus puissante. Les gens n'ont pas seulement admiré ses victoires. Ils ont aussi vu quelque chose dans ses luttes, sa prise de poids, sa solitude, son épuisement. Ces éléments de sa vie l'ont rendu plus humain. Il a connu de bons et de mauvais jours. Il a connu des hauts et des bas. Mais malgré tout, son influence ne s'est jamais démentie. Sa musique s'étendait à tous les styles hard rock, gospel, blues, country et même chansons patriotiques. Il pouvait exprimer la joie, le chagrin et la puissance avec la même voix. Il n'était pas qu'une seule chose. Il était beaucoup de choses à la fois. Une star, un artiste, un homme, essayant d'être à la hauteur de sa célébrité et parfois simplement quelqu'un en quête de paix. En fin de compte, les gens l'ont vu de toutes sortes de façons. Certains l'ont qualifié de légende, d'autres d'exemple à suivre. Mais quel que soit le regard qu'ils portent sur lui, ils ne peuvent nier à quel point il a changé les choses. Elvis n'a pas seulement laissé derrière lui des disques et des photographies, il a laissé une empreinte qui est restée. Son influence a continué à façonner des artistes